On va passer au dossier 3. On continue dans le gériatrique multidisciplinaire. Donc, vous êtes appelé en garde au chevet d'une femme de 85 ans en service d'orthopédie pour des vomissements. Elle a été prise en charge il y a 3 jours pour une fracture du col du fémur gauche Garden 3 suite à une chute mécanique. Elle est tombée au milieu de la nuit. Elle se levait pour aller aux toilettes et elle a glissé sur son tapis dans le couloir sans malaise, vertige ou douleur thoracique. Dans ce dossier, vous retrouvez ses antécédents qui sont un diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux, une insuffisance rénale chronique avec une clairance estimée à 40 ml par minute, un infarctus il y a 5 ans traité médicalement, une ACFAC chronique ralentie par digoxine et anticoagulée par AVK au long cours, une dégénérescence maculaire liée à l'âge bilatéral, une insomnie traitée par benzodiazépine, une coxarthrose de hanche gauche sévère et handicapante à la marche, réduisant sévèrement son périmètre de marche, qu'elle avait refusé de faire opérer jusque-là. Vous retrouvez de plus la notion de trouble cognitif débutant évoluant depuis plusieurs mois d'après sa famille, une aide ménagère 3 fois par semaine pour le ménage et les courses. Sur le plan biologique datant de 48 heures, vous retrouvez une ENFS et un ionogramme sanguin normal, une albumine à 28 grammes par décilitre. L'infirmière vous apprend que la patiente a présenté plusieurs vomissements ces dernières heures. Elle est apyrétique et ses constantes sont stables. On lui a retiré sa sonde urinaire ce matin. Concernant sa fracture du col, de quel type de déplacement s'agissait-il sur 10 points? De quelle prise en charge en orthopédie a-t-elle dû bénéficier? Quelles en sont les principales complications? Concernant ces vomissements, que recherchez-vous à l'examen clinique? Demandez-vous un bilan? Si oui, lequel est argumenté sur 15 points? La patiente est efficacement soulagée par votre prise en charge. Comment envisagez-vous la poursuite de la prise en charge chez cette patiente passé la phase aiguë de la chirurgie? Comment expliquez-vous la chute d'après le modèle 1 plus 2 plus 3 de Bouchon? Quels sont les différents modes d'hospitalisation en gériatrie? La correction. Donc, concernant sa fracture du col, de quel type de déplacement s'agissait-il? Donc, les fractures du col du fémur Garden 3 sont des fractures en coxa vara, avec fermeture de l'angle cervico-diaphysaire et horizontalisation des travées avec bascule de la tête fémorale vers le bas. Donc, on va voir ça plus précisément. Donc, le Garden 1, ou coxa valga avec un angle cervico-diaphysaire supérieur à 135 degrés. Les fractures Garden 2, qui sont des fractures donc non déplacées avec un angle qui reste normal entre 125 et 135 degrés. Les fractures Garden 3 ou en coxa vara avec un angle qui se ferme, donc inférieur à 125 degrés. Donc cet angle-là se ferme et les travées qui s'horizontalisent par rapport à les travées d'ici qui sont normales. Alors, question 2. De quelle prise en charge en orthopédie a-t-elle dû bénéficier? Quelles en sont les principales complications? Donc, cette petite dame âgée, sa fracture du col du fémur Garden 3 a été traitée chirurgicalement par arthroplastie, ça c'est les mots-clés, et on lui a posé une prothèse totale de hanche, c'est-à-dire qu'on remplace à la fois sa tête et son cotyle, du fait de son âge et de la coxarthrose sévère associée. Donc chez le sujet âgé, ne se pose plus la question de la durée de vie de la prothèse comme chez le jeune. Chez le jeune, on préfère faire un traitement chirurgical par ostéosynthèse pour ne pas avoir à mettre de prothèse trop précocement, pour ne pas avoir les remplacer, parce que la durée de vie d'une prothèse est limitée dans le temps. Et chez le sujet âgé, la principale préoccupation, c'est d'éviter les complications de décubitus. Donc, c'est de faire des chirurgies qui sont stables et qui permettent une reprise de l'appui très précoce. Alors, les complications aiguës de cette chirurgie. Les complications générales,
c'est surtout et avant tout la décompensation de tares. La chirurgie du col du fémur, c'est une chirurgie lourde qui fait beaucoup saigner. Vous avez aussi le risque anesthésique et donc le saignement comme on l'a vu. Les complications locales. La luxation de la prothèse post-opératoire et l'hématome post-opératoire. Les complications secondaires générales, donc c'est principalement les complications de décubitus et surtout tout ce qui est thromboembolique en post-chirurgie. Les complications locales, donc ça va être le sepsis post-opératoire, l'infection du site opératoire. Les complications tardives, la luxation tardive, le décèlement de la prothèse, le sepsis tardif et l'ossification périprothétique et la détérioration du cotyle, c'est dans les cas où on fait une prothèse où on ne remplace pas le cotyle. On fait une prothèse seulement de la tête et du col. Alors, il faut savoir que la fracture du col du fémur chez le sujet âgé, c'est quand même une perte d'autonomie dans un tiers des cas. Et la mortalité dans l'année est énorme, plus de 20 à 30%. Alors, donc, concernant ces vomissements, c'est-à-dire pour la cause où vous avez été appelé en garde, que recherchez-vous à l'examen clinique? Alors, les vomissements, il faut rechercher une étiologie, en premier lieu digestive. Donc, je vous rappelle qu'à l'examen clinique, vous faites un interrogatoire. Vous recherchez des douleurs abdominales. S'il y a des nausées associées au vomissement, vous lui demandez comment est son transit, c'est-à-dire si elle a eu des selles et si elle a eu des gaz. Vous demandez à la patiente ou aux infirmières l'aspect des vomissements. Si y a du sang, si c'est un liquide bilieux, si c'est un liquide alimentaire. Et vous essayez de mettre en rapport l'alimentation et les vomissements, voir si c'est juste postprandiaux précoce, postprandiaux tardif, ou si ça n'a pas de rapport avec l'alimentation. Après l'examen clinique digestif, donc la palpation abdominale, à la recherche d'une défense, d'une contracture. Le toucher rectal, vous ne pouvez pas vous passer du toucher rectal pour des vomissements chez le sujet âgé. Et puis vous inspectez aussi les orifices herniaires, à la recherche d'un étranglement. Après, urologique. Vous devez rechercher un globe urinaire chez cette patiente à qui on a retiré la sonde urinaire le matin même. Vous avez aussi toutes les causes cardiovasculaires, surtout chez une patiente polyvasculaire. Vous devez rechercher une douleur thoracique ou une dyspnée et surtout faire un ECG. Parce que les vomissements chez le sujet âgé diabétique, ça peut être le seul symptôme d'un infarctus inférieur. Il faut donc faire un ECG systématique à tous vos sujets âgés qui vomissent. Après, l'examen neurologique. Les vomissements, ça peut être signe d'une hypertension intracrânienne, donc vous recherchez des céphalées. Vous recherchez des signes de localisation à l'examen neurologique. C'est quand même une patiente qui a fait une chute récente et qui est sous AVK et qui peut avoir un hématome sous-dural chronique qui commence à se collecter, qui commence à faire parler de lui. Vous pouvez aussi rechercher un syndrome vestibulaire, mais ça c'est plus anecdotique. Le syndrome vestibulaire, ça donne des troubles de l'équilibre et des nausées-vomissements. Après, ce qui est le plus probable chez cette patiente, c'est quand même les étiologies iatrogènes en post-chirurgical. La morphine, ça fait vomir. Il faut rechercher quels sont les médicaments qu'elle a reçus ces derniers jours. Et si associé à la morphine, on a bien pensé à prescrire un traitement antiémétique. Quand vous mettez de la morphine, les antiémétiques et les laxatifs, ça doit être systématique. Après, vous recherchez une infection. Donc, vous faites
une bandelature urinaire chez cette dame qui a été sondée il n'y a pas très longtemps, l'auscultation cardio-pulmonaire à la recherche d'une pneumopathie, et vous allez voir l'aspect de la cicatrice de sa prothèse pour voir si éventuellement on ne serait pas devant une infection surmatérielle. Voilà, donc demandez-vous un bilan. Si oui, lequel est argumenté. Donc même remarque que tout à l'heure, il faut répondre oui ou non très clairement. Là c'était oui, il faut demander un bilan. Il faut demander un bilan à la recherche d'une étiologie, donc NFS-CRP à la recherche d'une infection, que ce soit intra-abdominale, pulmonaire, urinaire, urée, créate, glycémie, calcémie. Le bilan hépatique complet, ça fait partie d'un bilan de vomissement. Après, en fonction de votre examen clinique et de vos orientations diagnostiques, vous pourrez demander une lipasémie, des CPK, une troponine, donc les enzymes cardiaques à la recherche de ce fameux infarctus inférieur, si vous avez des signes ECG, une digoxinémie, le surdosage en digoxine, ça peut faire vomir. Je vous rappelle que votre dame, elle était sous digoxine. Vous pouvez demander un ASP à la recherche de niveau ou une échographie abdominale. Il faut aussi faire un bilan de la tolérance. Chez le sujet âgé, les vomissements à répétition, c'est le risque de déshydratation, le risque d'hypokaliémie, encore plus important à évaluer chez une patiente qui est sous digoxine. Je vous rappelle que dyskaliémie et digoxine, ça fait vraiment mauvais ménage. Donc vous demandez un ionosang et une NFS. La NFS, c'est pour l'hémoglobine et l'hématocrite, voir si vous n'êtes pas devant une hémoconcentration, qui sera un symptôme biologique de déshydratation extracellulaire. Question 5. La patiente est efficacement soulagée par votre prise en charge. Donc le plus probable, c'est que c'était une étiologie iatrogène, c'est-à-dire une mauvaise tolérance des morphiniques. Comment envisagez-vous la poursuite de la prise en charge chez cette patiente, passer la phase en orthopédie? Donc cette dame, elle va relever d'une prise en charge en soins de suite et de réadaptation pour plusieurs raisons. Il va falloir lui faire un bilan médical, donc faire le point sur tous les diagnostics et leur gravité. Il va falloir lutter contre la dénutrition. Je vous rappelle qu'elle a une albumine à 28 et qu'il faut absolument le prendre en charge comme on a vu au dossier juste avant. Lui faire un bilan neurosensoriel. Elle avait une DMLA. Un bilan psychologique, donc faire le bilan de ses troubles cognitifs débutants et commencer un traitement. Donc faire un bilan fonctionnel, il va falloir lui faire sa rééducation et s'assurer de sa reprise d'autonomie suite à la chirurgie. Et un bilan social, mettre en place les aides à domicile. Donc tout ça, c'est possible dans un contexte de service de soins de suite et de réadaptation. Alors, comment expliquez-vous la chute d'après le modèle 1 plus 2 plus 3 de Bouchon? Donc, c'est un modèle qui vise à expliquer les défaillances viscérales chez les patients âgés, qui permet de hiérarchiser les demandes d'examen complémentaires et de hiérarchiser les traitements, et qui repose sur la notion qu'aucune défaillance d'organes chez le sujet âgé ne doit être attribuée au vieillissement seul. On va voir. Donc, ça, c'est le 1 plus 2 plus 3. Ici, vous avez le seuil de défaillance d'organes. Vous avez donc en 1 le vieillissement qui vous fait décroître progressivement votre fonctionnement d'organes. Vous avez en 2 surajouté tout ce qui est pathologie chronique qui vous diminue encore votre fonctionnement d'organes. Et en 3, vous avez la pathologie aiguë qui se surajoute à la pathologie chronique et au vieillissement, qui vous fait chuter brutalement votre fonctionnement et qui fait que vous vous retrouvez sous le seuil de défaillance d'organes. Alors donc, en 1, pour expliquer la chute, on a dit que le 1, c'était le vieillissement seul. Il ne suffit donc pas à expliquer seul la défaillance d'organes. Chez elle, le 1,
ça aurait pu être donc l'amincissement du cartilage et la fragilité accentuée du cartilage pour expliquer son arthrose, diminution des visions de contraste, augmentation du temps de réaction. En 2, donc on a dit que c'était les pathologies chroniques sous-jacentes. Chez elle, c'était la coxarthrose et la DMLA. Et en 3, la cause précipitante qui vous amène au seuil de défaillance d'organes. Donc chez elle, la cause précipitante, c'était le tapis qui l'a fait chuter. Et aussi sûrement une part des benzodiazépines. C'est une dame qui était insomniaque, qui prenait des benzodiazépines pour dormir, qui s'est réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et qui était donc encore sous l'action des benzos. Alors, pour vous donner d'autres exemples, comment expliquer un déficit neurologique d'après le 1 plus 2 plus 3 de Bouchon? Donc le 1, le vieillissement carotidien, 2, la pathologie chronique, la sténose carotidienne asymptomatique, et le 3, la cause aiguë qui précipite et qui arrive jusqu'au déficit neurologique, l'hypoglycémie ou le bas débit. Alors, comment expliquer une insuffisance cardiaque? Un exemple d'après le 1 plus 2 plus 3. Donc le 1, le vieillissement cardiaque. Le 2, la pathologie chronique, l'HTA modérée. Et le 3, le facteur surajouté qui vous fait arriver à l'insuffisance cardiaque, la pneumopathie, l'anémie ou le passage en ACFA. Encore un exemple, comment expliquer une confusion. Donc en 1, le vieillissement cognitif. En 2, pathologie chronique, la maladie d'Alzheimer débutante. Et en 3, ce qui vous amène au seuil de défaillance d'organes, donc la cérébrale, et qui vous rend confus, l'intervention chirurgicale, l'hospitalisation, l'hyponatrémie, les médicaments anticholinergiques. Quels sont les différents modes d'hospitalisation en gériatrie? Donc on a le court séjour. Le court séjour, c'est la gériatrie aiguë. C'est un espace où on traite les décompensations d'organes. Le moyen séjour, c'est pour les patients qui sont stables, chez qui on veut entreprendre une reprise d'autonomie, une rééducation, chez qui on doit lutter contre la dénutrition, chez qui on veut installer des aides au domicile. Le long séjour, c'est un mode d'hospitalisation qui correspond en gros à une maison de retraite très médicalisée. Les patients du long séjour sont des patients très dépendants qui ont besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne, qui en plus ont besoin d'une surveillance médicale rapprochée parce qu'ils font des décompensations fréquentes. En gros, quand on sort d'un long séjour, quand on rentre dans un long séjour, on n'en ressort pas. L'hospitalisation à domicile, donc comme chez le sujet jeune, et l'hôpital de jour, ça se fait surtout dans le contexte de consultation, mémoire et de prise en charge de troubles cognitifs. Donc ça vous permet, dans le contexte de prise en charge de troubles cognitifs, une fois par semaine, déjà de soulager la famille, et puis pendant une journée entière, de faire de l'orthophonie, de la kinésithérapie et de la stimulation cognitive. Alors les messages du cas clinique, c'est que la fracture du col, c'est quand même le début de la fin. On a vu que 20 à 30% de décès dans l'année, c'était quand même énorme, et que un tiers des cas, c'était une perte d'autonomie importante. Alors les vomissements, il faut savoir faire un bilan complet, que ce soit digestif, cardiologique avec l'infarctus, neurologique avec l'hypertension intracrânienne, le globe urinaire et rechercher une infection. Je pense qu'il faut connaître le modèle 1 plus 2 plus 3 et qu'on peut vous poser des questions à l'internat sur ce modèle en vous demandant d'expliquer une défaillance d'organes chez le sujet âgé. Et que dans l'examen clinique, il ne faut absolument pas oublier l'interrogatoire.